Et là, on est rendu à un point que si on ne réagit pas, bien, Montréal va devenir un gros West Island. Puis là, ça va se propager ailleurs, puis ça va être fini. Je pense que ce n'est pas être alarmiste que de dire ça. Quand on regarde les chiffres, c'est très clair. On ne dit pas qu'il n'y a eu aucun progrès avec la loi 101. Il y a eu des progrès. Mais la loi 101, elle a été tellement affaiblie. On est revenu au bilinguisme institutionnel intégral ou presque. Puis là, on assiste à un déclin du français. Il y a plusieurs groupes qui sont venus. Je vous entends bien, évidemment. Je serais mal placé pour vous dire que je ne partage pas une partie de votre analyse, mais il y a plusieurs groupes qui sont venus. Les syndicats nous ont parlé de leurs inquiétudes et jusqu'à un certain point de ce qui ne se passait pas au niveau de la langue, du français, langue de travail, dans les milieux de travail. Il y a des fonctionnaires qui sont venus, syndicats de la fonction publique du Québec, qui sont venus nous dire qu'effectivement, au niveau de la langue de l'administration, il y avait des pratiques qui ne favorisaient pas le français non plus, ou qui étaient même qui allaient à l'encontre d'une politique d'application du français. Là, actuellement, on sait bien que la loi 103 ou le fait d'appliquer la loi 101 aux écoles non subventionnées, ce n'est pas une solution, ce n'est pas la panacée, mais c'est une des solutions. Vous parliez des cégeps. Donc, il y a un ensemble de secteurs ou de lieux où on devrait intervenir, semble-t-il, dans l'esprit de la loi 101. Est-ce que, à votre avis, il serait temps, puisque M. Larose est là aussi, qu'il y ait de nouveau une réflexion générale sur l'évaluation, ou est-ce qu'à votre avis, on est suffisamment informé de ce qui se passe, particulièrement dans la grande région de Montréal? Donc, croyez-vous qu'il y a une nécessité, qu'il y ait de nouveau une réflexion collective sur la situation du français au Québec? Bien, je dirais, d'une part, il faut agir. Il ne faut pas attendre de faire encore des études, des états généraux d'école là. Je ne suis pas contre qu'il y ait des études et qu'on étudie vraiment la situation. Puis bon, il faut que ça se fasse. Comme l'étude sur les cégeps, je pense que c'était très important. C'est assez étrange que ça n'a pas été fait avant. Mais je pense qu'il faut agir dès maintenant. La situation du français exige qu'il y ait une réforme majeure et globale. Je suis d'accord avec vous. Au niveau de la langue de travail. Au niveau de la langue de travail, c'est des interventions directement dans le secteur privé. Ce n'est pas nécessairement plus facile, mais je pense que c'est très important. Donc, on est d'accord aussi avec le fait d'appliquer la loi 101 aux plus petites entreprises. Il faut voir par quel mécanisme, parce que c'est quand même beaucoup d'entreprises. Mais je pense que c'est essentiel de le faire. Il faut que les gens comprennent. Puis là encore, je pense qu'il faut que le gouvernement mette en œuvre l'article 16 de la loi 101. Je pense que tant que le gouvernement va communiquer en anglais avec les entreprises, c'est très difficile de les inciter à utiliser le français comme langue commune. C'est une des raisons, j'imagine, qui a fait que vous n'avez pas passé beaucoup de temps sur les autres mesures que le projet de loi présente, parce qu'il vous semble que ces mesures-là sont peut-être pas, je ne sais pas, vous avez peu passé de temps, je veux juste vous... C'est ça. Mais on a touché à beaucoup de dossiers depuis quelques années. En ce moment, c'est sûr que le secteur de l'éducation, c'est crucial. C'est par l'éducation qu'on transmet une langue, qu'on intègre les nouveaux arrivants. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Mais il y a toutes les mesures pour assurer des services publics en français, débilinguiser les services publics, intervenir pour le français langue de travail. Puis c'est un peu l'objectif. Il y a quand même une coalition de plus de 35 organismes qui est pour l'application de la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. Et il y a de plus en plus des organismes qui se mobilisent. Puis le jugement de la Cour suprême, ça a été un réveil parce que ce que ça démontre, c'est, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, tant qu'on est dans le Canada, on n'a pas le pouvoir de protéger ou d'assurer l'avenir de notre langue. Pour l'instant, la seule façon d'être certain d'assurer l'avenir du français, là je parle pour la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est l'indépendance du Québec. C'est la seule façon qu'on récupère vraiment nos outils collectifs. Puis à ce moment-là, on n'aura pas de Cour suprême puis de jugements comme ça qui viennent constamment nous affaiblir. Puis je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas intéressant. Disons, la communauté anglophone, je pense que oui, elle aurait intérêt à s'intégrer davantage parce qu'on a vu ici quand même plusieurs intervenants qui réclamaient carrément l'abolition de la loi 101. Puis si on regarde dans les sondages, c'est un peu ça que ça indique. Fait que je pense qu'il va falloir se mobiliser. Puis je pense qu'il faut répondre aussi quand de Gazette,
M. McPherson, quand il parle du libre choix, là, le libre... Oh, il ne faut pas nommer d'individu, excusez-moi, en tout cas, je ne sais pas. Mais quand on parle de libre choix, le libre choix de qui? Je me souviens, à la Fête du Canada, j'ai ramassé une grosse pancarte rouge, est-ce que je peux avoir une photo, collée sur l'office, qui était là « Freedom of Choice », qui reprenait les propos de M. McPherson, mais il faudrait peut-être dire le libre choix de qui? Le libre choix des gens de contourner la loi 101. À un moment donné, je pense qu'on s'est beaucoup fait culpabiliser. Puis c'est assez paradoxal parce que le Canada anglais, moi, je trouve, sont très mal placés pour nous culpabiliser. Eux autres, ils ont interdit les écoles françaises aux francophones. Ils ont fait ce qui revient, ni plus ni moins, qu'à un génocide culturel. Quand tu élimines, tu t'anglicises 75% de la population. C'est de l'histoire, mais c'est quand même... important de le réaliser, mais moi, je pense qu'il faut arrêter de se faire culpabiliser, puis il faut recommencer vraiment à se motiver, puis ça prend une réforme majeure de la loi 101, puis il y a une mobilisation qui se prépare pour Monsieur le député de Drummond, vous avez la parole, mais il reste un peu autour de 2 minutes. Bonjour, M. Beaulieu. Je vais faire ça vite. D'une part, je ne peux pas ne pas saluer votre connaissance holistique, à la fois quantitative et qualitative du dossier linguistique. Vous semblez pouvoir aller d'un aspect à l'autre avec une aisance et une franchise qui est tout aussi remarquable. Je veux revenir sur la question du parcours authentique. Si je comprends bien ce que vous nous disiez, la Cour suprême a essentiellement dit au gouvernement du Québec, écoutez, trouvez une façon de légitimiser que quelqu'un qui prétend être de bonne foi puisse contourner la loi 101, sous réserve, c'est arrivé par la suite, qu'il en ait les moyens. Cela dit, le règlement, qui ne fait pas partie de la loi et donc qui est soumis à tous les arbitraires futurs, est quand même assez copieux. Donc, j'aimerais que vous élaboriez, parce que ce règlement-là doit suggérer autre chose que ce simple raccourci d'une apparence de bonne foi. C'est sûr que pour nous, il ne devrait pas en avoir du tout de règlement parce que ça devrait être l'application de la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. Mais quand on regarde ça, c'est 15 points, c'est donné en fonction des différents types d'écoles. Si vous avez fait plus que 3 ans, je pense à ce moment-là, ils disent que vous avez fait la majeure partie de vos études primaires à l'école anglaise, donc ça vous donnerait le droit d'accéder au système public anglais. Ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Puis là, il y a toute une série de critères, dépendant du type d'école ou même qualitatifs. Je ne sais pas comment on peut évaluer l'intention d'aller du côté anglophone. Puis c'est surtout... C'est quoi la légitimité de ça? Parce que tu veux vraiment aller du côté anglophone, tu as le droit de contourner la loi. Je trouve, fondamentalement, c'est vicié comme jugement, mais c'est ce qui nous fait dire que la Cour suprême est comme la tour de Pise, ça penche toujours du même côté. Mais c'est ce qu'on voit là, c'est vraiment choquant. Moi, je pense que si... l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité pour la loi 104, bien, elle devrait établir l'unanimité sur une façon d'appliquer la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. Alors, ceci termine la période d'échange avec l'opposition officielle. Nous poursuivons avec le deuxième groupe d'opposition et je cède la parole au chef de l'Action démocratique du Québec, le député de Chauveau. Merci, M. le Président. Salutations aux confrères et consoeurs élus. M. Beaulieu, bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Il y a bien des points de vue qui nous séparent. Comme par exemple, tout à l'heure, quand vous avez parlé de vous souhaitez appliquer la loi 101 dans les cégeps. Nous, on n'est pas de cette optique-là. On estime que lorsqu'on est au cégep, on prépare sa carrière et il y en a qui peuvent vouloir faire des études en anglais à l'université puis qui voient le cégep anglais comme étant une espèce de match préparatoire à tout ça, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, nous, on ne souhaite pas que la loi 101 soit appliquée dans les cégeps. Tout à l'heure aussi, quand vous avez parlé que votre solution à vous, c'est l'indépendance du Québec, comme ça, on n'aura pas de Cour suprême. Je sais qu'évidemment, vous faisiez référence à la Cour suprême du Canada, puis que vous allez respecter une Cour suprême québécoise. Oui, on n'est pas contre un État de droit. Mais c'est parce que je trouve ça un peu inquiétant quand vous dites ça, parce que c'est comme prendre pour acquis que la Cour suprême du Québec, ça va être fait par avec des bonnes personnes qui pensent comme vous, alors que nous vivons toujours dans un système de droit et que le droit devra toujours faire une contrebalance avec le pouvoir législatif, que nous respectons, que nous honorons, mais notre système est fait de telle sorte qu'il doit toujours avoir une contrebalance avec le système judiciaire que nous devons respecter et qu'on ne peut pas présumer, advenant un Québec indépendant, que la Cour suprême sera toujours de votre bord. Cela dit, j'apprends aussi que vous allez tenir une conférence de presse tantôt. Bien, tant mieux. Bravo, je la salue, puis félicitations. Je crois comprendre que j'y serai pas, mais ce que je veux vous dire là-dedans,
Vous êtes le bienvenu. Ce que je veux... Ce n'est pas le cas. Et ce que je veux vous dire là-dessus, bravo. Vous l'avez fait de façon très digne et responsable jusqu'à présent. Je vois M. Larose, d'ailleurs. Je vous remercie pour la qualité du débat que vous faites. Les interventions de vos gens et de tous les organismes qu'on a pu entendre jusqu'à présent, c'est fait dans la dignité et dans le respect, et je vous salue. Faites une conférence de presse tantôt, bravo. Tenez-la bien, on a hâte de voir ce que vous allez dire. On s'en doute un petit peu, on a hâte de voir ce qu'on va dire. Pour les 3 secondes qui me restent, j'aimerais juste entendre votre commentaire sur notre position. Vous avez peut-être entendu parler. Nous, on souhaite que les Québécois soient bilingues dans un Québec français. Pour ça, on souhaiterait qu'on enseigne correctement l'anglais, ce qui passerait par des cours d'immersion d'anglais intensif au primaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, nous, on n'est pas contre l'apprentissage d'une deuxième langue ou de plusieurs langues. Il faut être sûr que d'abord, le français est bien appris. Puis bon, les études qu'on a en ce moment, les mesures de saupoudrage de cours d'anglais en première année, c'est inefficace. Les études montrent, au Nouveau-Brunswick, je pense qu'ils le faisaient, ils ont arrêté de le faire, parce que c'est plus l'immersion. De quelle façon? Il faudrait le voir. Puis je pense que ce serait dommage aussi qu'on passe notre temps à apprendre seulement une deuxième langue, l'anglais. Je pense qu'il y a encore plus de parlants espagnols en Amérique que de parlants anglais. Si vous prenez toute l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, en chiffres absolus, il y a davantage de gens qui parlent espagnol que de gens qui parlent anglais en Amérique. Ça, je suis pas mal sûr de mon coup, vous validerez. On entend souvent chez beaucoup de souverainistes qui souhaitent qu'on apprenne d'abord la troisième langue avant d'apprendre la deuxième. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit pourquoi apprendre une seule langue. Ça serait peut-être bon de s'ouvrir aussi à d'autres langues. Mais je pense qu'en ce moment, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, je pense, dans la région métropolitaine, c'est près de 60-70% des francophones qui connaissent l'anglais. Dans l'ensemble du Québec, c'est 35%. Alors, on est un des endroits les plus bilingues au monde. Si on se compare au Canada anglais, je pense que c'est 9% des Canadiens anglais qui connaissent le français. Mais c'est pas une raison. On n'est pas contre améliorer l'apprentissage de l'anglais. Mais je pense qu'en ce moment, il y a sur les cégeps, moi, je pense qu'on apprend tout le vocabulaire de notre travail au Québec, de financer des cégeps en anglais pour les nouveaux arrivants. Je pense que c'est aussi aberrant que quand on finançait des écoles primaires et secondaires en anglais pour les nouveaux arrivants, c'est encore plus important parce qu'aujourd'hui, ça prend le cégep pour travailler. C'est beaucoup plus... c'est comme le niveau de base pour presque tout. Mais je pense qu'on peut apprendre plusieurs langues en s'assurant que le français est la langue commune là-dessus. Je suis d'accord. Merci, M. Beaulieu, de nous avoir fait connaître la position de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal sur le projet de loi 103. J'inviterai maintenant le Conseil de la souveraineté du Québec à venir se présenter à notre table et je vais suspendre pour quelques instants. Scout.